Bonsoir. Je ne refais pas l'exposé, la présentation de cette étude qui vous a été faite de manière très synthétique et très riche. Que savent les nouvelles générations de la Shoah? Quelle perception en ont-elles? Et comment envisagent-elles la transmission de la mémoire de cet événement aux générations futures? Quels sont aussi les écueils et les défis que laisse entrevoir cette transmission? Alors pour essayer de réfléchir tous ensemble sur ce problème, nous recevons donc trois invités. Samuel Pisard, ancien déporté, ambassadeur, vous êtes une conscience, un témoin. Vous nous direz tout à l'heure le sentiment que vous avez à la présentation de cette étude. Annette Vivorka, historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs. Et puis Ahmed Dramé, jeune acteur, le plus jeune certainement, plus jeune à la tribune, plus jeune probablement dans la salle. Vous êtes acteur, scénariste, écrivain, et on peut d'ores et déjà dire que vous êtes nominé pour le César du meilleur espoir masculin 2015. Mais vous nous direz aussi, parce que vous êtes beaucoup occupé de transmission de la mémoire, vous nous direz aussi votre sentiment après la présentation de cette étude. Alors, je vais d'abord demander à Samuel Pisard de prendre la parole et de nous dire un peu quel a été votre sentiment à la présentation des grands résultats de ce gigantesque sondage. Bonsoir. Mon rôle est un peu spécial ce soir, je pense. Ce n'est pas seulement comme ambassadeur, avocat ou écrivain que je parle, mais plutôt comme témoin authentique et survivant de la plus grande catastrophe humaine jamais perpétrée par l'homme contre l'homme. Et aujourd'hui, dans un monde à nouveau enflammé et déboussolé, les leçons que je tire de ce sombre chapitre de ma vie me semblent d'une actualité bien plus brûlante que mes souffrances d'antan et mes préoccupations d'aujourd'hui. Ils ont peut-être aussi quelques liens pertinents avec votre ambitieuse et noble enquête sur la mémoire du XXe siècle. Le moment que vous avez choisi pour révéler au monde le résultat de vos recherches n'est sans doute aussi un hasard. Il coïncide avec le 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz et de la fin de la Shoah. Permettez-moi de vous dire au passage que pour un rescapé de cet enfer, ainsi que de Majdanek et de Dachau, se trouver vivant et bien portant tant d'années après, avec une nouvelle et heureuse famille qui ressuscite tout le jour celle que j'ai perdue, est un peu surréaliste. Quand je suis sorti à 16 ans
de cet enfer où la réalité diabolique du docteur Mengele a éclipsé l'imagination de Dante, je mesurais mon espérance de vie en termes de jours, de semaines, de mois au plus. Voilà un petit, très petit fragment de témoignage sur le passé. Et avec ça, je m'arrête là. Ce que je pourrais dire sur d'autres grands drames du XXe siècle est aussi considérable, car j'ai vécu dans mon corps et dans mon âme non seulement le nazisme hitlérien, mais aussi le bolchevisme stalinien. Et encore, mais ayant lu les résultats de votre interrogation de la première génération de jeunes du XXIe siècle, je constate qu'il en savait beaucoup plus que je pensais. Le seul fait qu'ils veulent savoir et qu'ils veulent comprendre est une très bonne nouvelle et une base historique sérieuse pour un plan d'action concret, je ne sais pas lequel, dans l'avenir. Comment ne peuvent-ils sentir qu'aujourd'hui, il s'agit de leur vie et de leur avenir aussi? Après tout, nous sommes tous ici non seulement pour pleurer la mort, mais aussi pour avertir le vivant contre le risque existentiel qui s'amoncelle tous les jours à nouveau sur tous les horizons. C'est cela, avec le retour en force de l'intolérance, de l'antisémitisme, de la haine, de la barbarie, de la peur, qui explique l'immense émotion et mobilisation engendrée par le récent événement et l'étonnante ampleur des commémorations en France, en Europe et dans le monde. Ce qui me frappe, c'est que la jeunesse, en particulier, veut maintenant mieux comprendre ce qui s'est vraiment passé en ce lieu maudit, mieux comprendre et mesurer le grave danger qui la guette dans notre monde globalisé et chaotique. Ainsi,
nous entendons pour la première fois un écho puissant et universel du jamais plus ça que nous portons en nous depuis 70 ans. Puisse-t-il réverbérer sur tout le continent. Merci. C'est moi qui vous remercie. Samuel Pisard, je vous remercie. Je ne sais pas quel est le micro qui marche. Je vous remercie pour ce témoignage. J'aimerais maintenant revenir avec Annette Vivorka au sondage qui, comme le disait Dominique Régnier, n'est pas une photographie d'une vérité historique, mais de la perception que les jeunes populations européennes ont, et mondiales d'ailleurs, ont de cette réalité historique. Alors, on l'a vu dans ce sondage, Annette Vivorka, j'allais dire, il y a des bonnes choses et des choses peut-être qui suscitent plus notre interrogation. Globalement, l'ensemble des sondés effectivement ont une bonne connaissance de la Seconde Guerre mondiale et placent la Shoah comme étant l'événement le plus important de la Seconde Guerre mondiale. Quel est, vous, en tant qu'historienne, votre sentiment à la découverte des grandes lignes de ce sondage ? D'abord, je voudrais quand même dire que j'ai lu avec des difficultés de concentration ce sondage ces derniers jours, parce que, comme beaucoup d'entre nous, on avait un peu l'esprit ailleurs. Et que cet esprit ailleurs, quand on est un ou une historienne, ça implique une sorte de réflexion, et notamment une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un événement, car nous avons vécu un événement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un événement révèle comme une situation dont on connaissait des bribes, mais ces bribes n'avaient jamais été nouées ensemble, et qu'est-ce que cet événement porte pour demain. Et j'ai beaucoup pensé à Marc Bloch, parce que je lis et relis régulièrement Marc Bloch, le Marc Bloch de L'étrange défaite, qui disait que l'histoire, ça servait non pas à penser que le passé allait se reproduire comme il s'était passé, mais que ça devait aider à penser le neuf et le surprenant. Et nous venons de vivre du neuf et du surprenant, mais nous ne sommes pas les premiers. 89 et 91, hein, pour moi, la séquence est la même. Chute du mur et éclatement de l'Union soviétique, c'était du neuf et du surprenant. Et les tours jumelles, peut-être que vous étiez très jeune, mais pour les plus anciens, c'était aussi du neuf et du surprenant. Alors il me faut faire un effort pour me reporter il y a 15 jours et essayer de commenter très rapidement et en taisant toutes les curiosités qu'apporte ce sondage, parce qu'on aura envie d'en savoir plus. Ah oui. On aimerait savoir quelle est la place de l'histoire dans les programmes scolaires des autres pays que la France. On sait qu'en France, c'est quelque chose qui est structurant dans tous les stades de l'enseignement. Alors, ce qui m'a peut-être le plus intéressé, c'est le jeu du national et du global. C'est-à-dire comment, dans ce sondage, on voit que ceux qui sont interrogés sont aussi des gens de leur pays. Et je me dis que, par exemple, pour l'Inde et la Chine, qui ont des résultats très différents par rapport aux autres pays, c'est peut-être aussi parce que leur histoire est très différente. C'est-à-dire que je trouve remarquable qu'autant de Chinois et d'Indiens s'intéressent à la Shoah, connaissent l'extermination des Juifs, dans la mesure où, alors on va me dire, il y a quand même des petites communautés, bon, je le sais, mais dans la mesure où c'est quand même des pays où il n'y a pas d'histoire des Juifs, autant l'histoire des Juifs est intimement liée à celle de l'Europe, autant
pour les Juifs, en dehors de Kaifong, et pour les Indiens, ça n'existe pas. Et je me disais peut-être que on pourrait se poser des questions sur les connaissances qu'ont les Européens de l'histoire de ces pays. Par exemple, on pose une question sur la grande famine d'Ukraine, mais on ne pose pas de questions sur la grande famine qui s'est déroulée en Chine au moment du Grand Bond en avant et qui a fait dans la pyramide des âges de la population chinoise le même trou que la guerre de 14-18 chez nous. Et en revanche, on s'étonne que dans des pays qui ont été terre de génocide, je pense en particulier à l'Ukraine ou à la Pologne, où un travail historique est en cours d'une qualité exceptionnelle, ou même en Russie, où quand même les Juifs ont été... ça a été le berceau, l'Empire tsariste, ça a été le berceau du judaïsme du 19 et du 20e siècle. L'ignorance Enfin, on n'est pas très loin des scores de l'Inde. Alors, ce qui m'a fait très plaisir en tant que vieux prof, c'est la place de l'école. La place de l'école, Dominique Régnier l'a noté, elle est fondamentale. Et ce sondage, finalement, nous oblige tous à porter une attention toujours plus grande à ce qui se passe dans l'école. Est-ce que je continue ou j'arrête? Et quelques mots sur la France. Est-ce que vous pourriez nous apporter, vous l'avez vous-même dit, il y a des particularités dans le sondage qui suscitent notre interrogation. On aimerait peut-être en savoir plus, mais vous pouvez peut-être nous apporter quelques lumières, parce qu'on voit qu'il y a une conscience, notamment de la Shoah, particulièrement forte, je crois, en France, qui se retrouve en tête, si j'ose dire, des pays où le sondage a eu lieu, mais avec également quelques zones d'ombre, quelques réponses qui donnent l'impression, qui donnent le sentiment qu'il n'y a pas eu qu'il y a une perception un peu faussée des événements, une proportion très importante de jeunes qui considèrent que les principaux responsables n'ont pas été punis, ou que les pays occidentaux sont eux aussi responsables de millions de morts. Alors comment est-ce que vous analysez ces réponses? Sur les démocraties responsables de millions de morts, je me demande si ce n'est pas quand même une conséquence de l'intense commémoration de la guerre de 14-18. Parce que les morts, il y a différents types de morts. Il y a les morts des massacres, il y a les morts des génocides, mais on n'a pas arrêté de lire et d'entendre que la guerre de 14-18, c'était en quelque sorte le suicide de l'Europe, c'est ce qui a été beaucoup dit, et qu'on n'a pas compris pourquoi les Anglais, les Français avaient mené une guerre qui avait été aussi meurtrière, qui avait autant fait souffrir les combattants. Donc je pense que il faudrait plus détailler. De la même façon, il n'a pas été question de des dernières questions qui demandaient si on préférait un système fondé sur la rationalité ou un système fondé sur les valeurs spirituelles. Alors, les valeurs spirituelles, il n'y a pas de société qui peut vivre sans valeurs de l'esprit. C'est-à-dire, je me suis demandé s'il n'y avait pas un glissement, si on ne voulait pas parler de religion, mais sinon, on aimerait les deux. C'est-à-dire qu'on aimerait les valeurs spirituelles et la rationalité. Donc je crois que pour les morts des démocraties, oui, bien sûr, que à partir du moment où on dit que la France a une part de responsabilité dans le déclenchement des guerres, ou je ne sais plus si le Royaume-Uni est compris dans cette question, à ce moment-là, elle est aussi responsable de millions de morts. Voilà. Donc je pense qu'il faut l'interpréter de cette façon-là. Alors, moi, ce qui m'épate quand même, c'est la question de la punition. Alors là, on rêve. Dans les programmes d'histoire, on commence par les conséquences, enfin, on commençait les principales conséquences de la Seconde Guerre mondiale, et on avait Hiroshima, qu'on retrouve, le génocide des Juifs, que l'on retrouve, et le procès de Nuremberg. Évidemment. Et le procès de Nuremberg, c'est quand même, pour la première fois, la qualification en termes juridiques d'une notion qui était apparue au moment du génocide
des Arméniens par les Turcs du crime contre l'humanité. Et c'est quand même pas très loin, pas à Nuremberg, mais un tout petit peu après, la Convention qui définit le crime de génocide et qui tente de le prévenir. Et puis des procès, on n'a pas arrêté d'avoir des procès. On a eu en France Barbie, 87, Touvier, 94, Papon, 98. Ensuite, on a de nouveau Demagnouk, on a eu l'appel de Wiesenthal, Spät ist nicht zu spät. Tard n'est pas trop tard, où on a repéré... Enfin, les procès, on peut faire une liste des procès. Ça commence donc on est dans un défaut de perception. Par Kharkov en 1943, ça continue par le procès de Bergen-Belsen à Lunebourg, par la justice militaire. Ensuite, on a les procès internationaux. Et puis ensuite, on a Francfort. Enfin, on n'a pas arrêté d'avoir des procès. Et puisqu'on faisait référence au cinéma... Un procès, c'est quand même un spectacle. C'est spectaculaire. Donc les films de procès, il y en a beaucoup, y compris des films de procès sur la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, c'est quelque chose qui... On aimerait en savoir plus, quoi. On aimerait qu'on continue. Alors justement, pour essayer d'en savoir plus, on va pour éclairer justement ces zones d'ombre. Nous avons de la chance parce que nous avons avec nous Ahmed Dramé, comme je le disais, vous êtes acteur, scénariste, écrivain. Ce qui explique aussi votre place ici, c'est que, et ce qui a été à l'origine d'une certaine manière de votre carrière, c'est qu'en 2009, vous avez, avec votre classe de seconde du lycée Léon Blum de Créteil, remporté le concours national de la résistance et de la déportation. Vous avez le même âge que les sondés. C'est plus intéressant, ça va nous permettre effectivement d'éclairer un peu. Alors, bah oui, mais moi aussi, rassurez, si ça vous console, je suis moi-même hors sondage pour la classe d'âge. Et donc, j'allais vous demander, Ahmed Dramé, que vous inspirent ces résultats? Et je vous formule la question différemment, pour aller plus loin. Que représente, vous êtes un peu vous nous servez de témoin, que représente la Shoah et le problème de la transmission de la Shoah pour les gens de votre génération? Alors tout d'abord, moi en observant le sondage qu'on a tous pu voir ici, j'ai été plus ou moins surpris par les pourcentages émanant de certains pays. Ensuite, ce que j'ai voulu relever, c'était avant tout l'information. Et l'information et le devoir de transmission qui est effectué dans les différents pays qu'on a pu observer. Ensuite, moi j'ai été quand même très heureux et très fier, et je garde beaucoup d'espoir quant au travail de l'éducation qui est effectué dans certains pays. Ensuite, il est clair qu'aujourd'hui, la culture joue un rôle essentiel et un rôle très important dans ce devoir de mémoire qui est très important pour chacun d'entre nous. Ensuite, pour moi, l'un des points qui a été les plus importants à relever dans ce que j'ai pu observer en observant ces sondages, ça a été plus ou moins l'implication et l'importance sur la connaissance de certains génocides et de certaines choses qui ont marqué l'histoire dans certains pays qu'on a pu voir, pour la plupart des pays qui sont assez développés. Et lorsque je vois par exemple que le pourcentage des jeunes Français qui reconnaissent certains génocides, comme le génocide arménien ou le génocide rwandais, est élevé, on comprend encore aujourd'hui que l'éducation est très importante. Et lorsque j'observe par exemple que dans certains pays qu'on reconnaisse probablement certainement moins le génocide des Juifs, la Shoah, et je ne sais pas, et je ne pense pas qu'on devrait le remettre sur le fait que, par exemple, en France, nous ne connaissons pas vraiment leur histoire dans leur pays, et eux, ils devraient pour autant ne pas forcément s'intéresser à ce qu'il s'est déroulé durant une partie de l'histoire, car tout simplement, lorsqu'on parle de génocide arménien, du génocide rwandais et du génocide juif avec la Shoah, on parle avant tout d'un des génocides les plus importants de l'histoire de l'humanité, l'un des génocides les plus marquants de l'histoire. Et en tant qu'être humain, en tant que citoyen du monde, nous devons nous positionner et resituer les choses, à savoir sur le fait que ce génocide est l'un des génocides les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, et qu'en tant qu'être humain, il est important de rappeler à tous ces jeunes qui s'en inspirent
pouvoir développer dans le futur leur citoyenneté et les valeurs qui sont propres à leur pays, que ce qui s'est déroulé durant cette partie de l'histoire aurait pu se passer dans d'autres pays, dans d'autres peuples. Et aujourd'hui, je pense que le devoir de la France est très important sur ce qui s'est déroulé il y a quelques années, car ça peut paraître... moi, bon, je suis encore jeune, mais quand on resitue tout ce contexte historique, on s'en rend compte que tous ces faits-là se sont déroulés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est très important de le souligner. Et je pense encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années que le devoir de l'histoire au sein du système d'éducation est aujourd'hui très important, car il nous rapproche directement devant certaines valeurs républicaines qui sont propres à ce que nous sommes aujourd'hui en tant que citoyens, à savoir des valeurs républicaines où on parle de liberté, d'égalité et de fraternité, de faire comprendre à ces jeunes-là aujourd'hui pourquoi nous sommes libres, pourquoi certains... nos ancêtres se sont battus pour cette liberté, pourquoi aujourd'hui les valeurs d'égalité et de fraternité sont très importantes à notre pays. Et je pense aujourd'hui que le rôle de l'éducation et de l'enseignement est aujourd'hui fondamental à ce niveau-là, car il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se détachent à ce niveau-là, mais il est important de rappeler aussi certaines choses. Attendez, vous parlez presque comme un homme politique. Je préfère quand vous êtes acteur. Mais justement, vous dites, je voudrais aller gratter un peu derrière ce que vous me dites, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en détachent. Alors, on va appeler un chat un chat. D'abord, le thème de la Shoah, est-ce qu'on en parle beaucoup? Pas tant que ça, dans votre entourage, chez les jeunes de votre âge? Est-ce que c'est un thème qui est si préoccupant? Comment revient-il? Alors, tout à l'heure, David de Rothschild, d'ailleurs, est revenu sur ce problème qui est fréquemment évoqué, surtout en ce moment, sur la difficulté d'enseigner la Shoah dans certains établissements scolaires en France. David de Rothschild a tenu à relativiser ce phénomène. Quand vous parlez des jeunes qui se détachent, c'est à ça que vous faisiez référence. Qu'est-ce que vous avez vous-même été témoin? Vous avez quitté le système scolaire puisque vous avez maintenant 22 ans, mais vous y étiez encore il n'y a pas longtemps. Vous avez vous-même été témoin de ces difficultés, par exemple, d'enseigner la Shoah, ou en tout cas des débats que cela des polémiques que ça peut susciter au sein d'une classe? Oui, bien sûr, notamment avec la participation de ma classe au concours national de la résistance et de la déportation. Ensuite, ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, le fait de devoir enseigner et de devoir faire comprendre et apprendre à ces jeunes ce qui s'est déroulé durant une partie de l'histoire n'est pas une chose auxquelles les jeunes vont décider si oui ou non ils ont besoin d'apprendre ces choses-là, mais ce sont des choses auxquelles il faut leur dire qu'il est nécessaire et qu'il est utile aujourd'hui de les sensibiliser sur ces choses-là. Donc, un professeur ne devrait pas être apeuré sur les personnes qui sont en face d'elle pour enseigner ce qu'elle doit faire et avant tout ce qui est important pour ses élèves. Si nous devons aborder la Shoah ou le génocide rwandais ou arménien, on doit le faire et on ne doit pas avoir une crainte là-dessus. Et moi, je pense surtout avant tout que si aujourd'hui, avec l'implication de ma classe, notamment en 2009 sur le concours national de la résistance et de la déportation, j'ai compris énormément de choses sur tout ce que nous avons vu et retenu de ces choses-là. Ce qui est très important aujourd'hui et ce qu'il faut souligner avant tout, c'est que les personnes aujourd'hui comme Samuel Pisar ici présent sont des personnes qui sont très importantes et fondamentales pour constituer ce travail de mémoire. Et je pense que lorsqu'on est face à des personnes comme Samuel Pisar, j'en ai rencontré plusieurs comme Maurice Kling ou Albert Bigelman, Simone Gournay, Léon Ziegel, qui sont des personnes toutes très importantes pour nous. Je pense que leur parole est très importante pour la jeunesse, car c'est une parole qui est avant tout une parole de transmission. Et en évoquant leur témoignage,
passe quelque part une mission de transmission. Et c'est avant tout aux jeunes générations de devoir participer grandement à ce travail de mémoire. Et qu'on le veuille ou non, il faut être conscient aujourd'hui que l'avenir d'un État, l'avenir d'un peuple repose avant tout sur une jeunesse qui sera amenée plus tard à diriger de grandes instances. Et il est important que ces jeunes-là le comprennent. Moi, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pu, par mon expérience, créer un projet fictionnel qui reposait avant tout sur mon expérience sur ce concours. J'en ai fait un film au cinéma qui a pu sensibiliser déjà près d'un demi-million de personnes qui l'ont vu dans toute la France et pour des sorties nationales à venir dans le monde. Donc si par la volonté, la détermination d'une professeure à l'école, j'ai pu en arriver là et sensibiliser autant de personnes. Je pense qu'il faut souligner l'importance de l'école à ce niveau-là, de l'enseignement et des personnes comme Samuel Pizarre ici présent. Merci. Annette Viorca, vous voulez... Je crois qu'il faudrait donner quand même le titre de ce film, oui. Qui s'appelle oui. Les Héritiers. Les Héritiers. Voilà. Et que j'ai été voir, il faut se dépêcher de le voir parce que il est plus que dans un très petit nombre de cinémas. Et vous avez été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour ce film. Oui. Voilà. Le prof qui est joué par Ascaride, Ariane Ascaride, est absolument formidable. Formidable. On ne peut pas demander à l'ensemble du corps enseignant d'être génial comme ça. Les gens qui passent les concours pour être profs, ils sont aussi des êtres humains. Donc il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que cette expérience très particulière, qui montre d'ailleurs bien comme quoi c'est à la fois l'école, mais que le témoignage, donc c'est Léon Ziegel qui vient dans votre classe, que le livre, puisqu'il y a la lecture notamment de l'autobiographie de Simone Weil, par une des élèves d'une vie de Simone Weil, et puis la lecture d'autres écrits. Donc on voit très bien comment en fait se noue ensemble, dans le cadre scolaire, le témoignage et aussi la lecture. Mais je pense que... Permettez-moi d'être pas tout à fait d'accord avec vous, de penser que toute institution scolaire peut reposer uniquement sur des vertus exceptionnelles d'un enseignant. C'est-à-dire, je crois qu'il faut quand même poser un problème de façon un peu plus générale. Et dans votre film, ce qu'on voit bien, le début du film, le premier quart d'heure, la première demi-heure, il est absolument extraordinaire. Il y a une sorte d'énergie dans ce début de film. Et on voit très bien que c'est pas simplement l'histoire de la Shoah qu'on ne peut pas enseigner. On ne peut rien enseigner du tout. C'est ça que vous montrez dans votre film. Et c'est même presque paradoxal, si j'ai bien vu le film. C'est qu'en fait, c'est en passant par le concours de la résistance qu'on peut enseigner le reste. Est-ce que j'ai bien vu le film? Oui, bien sûr, vous avez bien vu le film. Après, ce qu'il est très important de rappeler, c'est qu'il est très important de ne pas faire de grandes généralités à ce niveau-là. Et moi, je suis aujourd'hui plus que conscient que le métier de professeur, le métier d'enseignant, est un métier qui relève aujourd'hui d'énormément de courage, de détermination et de volonté. Et je pense aujourd'hui que chaque enseignant qui choisit son métier le fait avant tout par vocation et ne se l'impose pas. Donc, c'est un métier, voilà, qui mérite aujourd'hui énormément de respect. Ensuite, ce qu'il faut démontrer à travers ce qu'il s'est passé, je parle pour ma propre expérience, c'est que des professeurs comme Ariane Ascaride, joué par Ariane Ascaride, je m'excuse, qui ont la volonté et la détermination de vouloir surélever leurs élèves, à leur faire comprendre leur positionnement et leur place en tant que citoyen. Il y en a énormément de professeurs comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent s'exprimer mais qui n'osent pas le faire. Mais des professeurs comme Ariane Ascaride, il y en a énormément. Et on n'en parle pas assez. Et il est important aujourd'hui de rappeler à quel point ces professeurs sont importants. Et il est important de mettre en place des Excusez-moi. Non. Concluez. Je voudrais terminer. On a encore 5-10 minutes.
Ah, c'est fini, on avait commencé en retard. Donc, voilà. Et je vous en prie, concluez, terminez. Non, donc la seule chose sur laquelle je voulais terminer, c'était qu'il fallait avant tout garder beaucoup d'espoir quant au système d'éducation, car le système d'éducation est très important, et il fallait surtout avoir une foi inébranlée sans cesse envers la jeunesse, car il y a énormément vraiment de personnes aujourd'hui qui ont des choses à dire et qui ont des choses à exprimer, il faut les écouter, et tous ces professeurs qui ont la volonté de vouloir élever un maximum de jeunes et vouloir sensibiliser un maximum de jeunes sur l'histoire, il y en a énormément aujourd'hui, et c'est avant tout envers eux qu'il faut se tourner et qu'il faut réfléchir à des solutions. Très bien, il y avait encore énormément de questions que personnellement j'aurais aimé poser aux intervenants, mais il y a une deuxième table ronde qui vient maintenant avec également d'autres historiens. Je vous remercie de votre attention.